Le droit réel de jouissance spéciale est bien plus qu'une alternative à l'usufruit. Dans certaines situations, il peut créer des avantages similaires au trust en droit civil français. Donc ça va nous intéresser de pouvoir l'étudier. On verra qu'il permet notamment des droits évolutifs ou des usufruits augmentés ou diminués, si on me permet l'expression. Pour nous présenter cet outil, j'ai le plaisir de rencontrer Maître Vivien Streff, notaire associé de l'étude Auteuil Notaire. Vivien, bonjour. Bonjour Lucien et merci. Pour commencer, pourriez-vous situer le droit réel de jouissance spéciale et nous expliquer pourquoi c'est intéressant? Et je le dis notamment parce que je pense que, contrairement à beaucoup de nos épisodes, certains auditeurs n'ont pas dû entendre parler de ce mécanisme. Eh bien, le droit réel de jouissance spéciale, c'est effectivement très intéressant. Alors d'abord, un petit détour historique pour comprendre d'où ça nous vient. Historiquement, on va dire que les auteurs classiques considéraient que les droits réels qui sont énumérés par le Code civil, que sont l'usufruit, l'usage et l'habitation, qu'on regroupe sous l'appellation droit réel de jouissance d'un côté, et les servitudes de l'autre, donc ces trois types de droits réels sur la chose d'autrui, et tu faisais corps dans une liste que certains auteurs considéraient comme étant limitative. On appelait ça le numerus clausus des droits réels. Déjà, très tôt, il y avait, on va dire, des passes d'armes à ce niveau-là entre différents auteurs. D'autres considéraient au contraire qu'il n'y avait pas de numerus clausus des droits réels. Autrement dit, qu'on pouvait, en dehors de la liste donnée par l'article 543 du Code civil, créer de toutes pièces, ex nihilo, des droits réels par la Convention. Il y a eu en 1834 un premier coup de boutoir, dirons-nous, un arrêt de la Chambre des requêtes qui s'appelait l'arrêt Caclar, qui est venu dire de manière très très claire, très nette, que la liste des droits réels n'était pas limitative, mais les faits étaient un petit peu, on va dire, compliqué à interpréter, de sorte que ça n'a pas suffi, on va dire, à convaincre c'est cette majorité d'auteurs qui persistait à considérer que la liste des droits réels était donc limitative. Deuxième épisode, dirons-nous, la réforme, le projet de réforme du droit des biens, si on est vraiment dans la chronologie, qui était à l'aube des années 2010, qui prévoyait donc la réforme du droit des biens, hein, réforme qui attend toujours, hein, qui est toujours dans les cartons. Et dans cette réforme, on trouvait tout un tas de choses, notamment on va dire un passage en revue des droits réels qu'on connaît déjà, les quasi-usufruits, l'usufruit, et il était question de revenir sur tout un tas de régimes juridiques, on va dire, associés à ces droits qu'on connaît bien. Mais il était également prévu la possible création de ce que les artisans de ce projet de réforme ont appelé le droit réel de jouissance spéciale. Et il avait ceci de particulier, ce droit réel de jouissance spéciale, qui était prévu plutôt pour des droits un petit peu accessoires, c'est-à-dire un droit de chasse, un droit de pêche, c'est-à-dire des droits un petit peu qu'on a du mal finalement à ranger, à catégoriser, si on veut aller par là. Et il était question de pouvoir donner un régime juridique à ce type de prérogatives un peu particulières, le droit de chasser, le droit de pêcher, etc. Non, mais donc des droits qui finalement sont assez restreints Oui, sur complètement. un terrain ou sur un bien quelconque. Absolument. Donc c'était vraiment restreint dans l'esprit, dans l'état d'esprit. Et au niveau du régime juridique, il était question de les limiter à 30 ans, mais de faire en sorte qu'ils puissent être éventuellement stipulés à durée fixe et donc qu'ils soient transmissibles, le cas échéant. Ce qui déjà, quelque part, les rendait un petit peu particuliers par rapport au régime de l'usufruit qu'on connaît. Qu'on connaît toujours, qui est celui selon lequel l'usufruit n'est pas transmissible. En tout cas, à cause de mort.
Et donc, là-dessus est intervenu, et à la grande surprise générale, l'arrêt qu'on appelle l'arrêt Maison de Poésie, dont les faits étaient les suivants. À l'origine des faits, on avait la Maison de Poésie qui avait vendu un bien en propriété à la SACD, la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, si j'ai bonne mémoire. Et elle s'était réservé un droit d'occupation, de jouissance et d'occupation, mais qui avait cette particularité d'être réservé pour la durée de la fondation Maison de Poésie. Et donc, qui avait potentiellement pour caractéristique d'être, le cas échéant, perpétuel. Parce que, évidemment, pour la durée d'une fondation, ça peut aller très très loin, bien au-delà de 99 ans, ça peut durer plusieurs siècles. Et donc, la question qui s'est posée, c'était de qualifier ce droit qu'on indique, qui était stipulé comme étant de jouissance et d'occupation. Et la SACD, qui était très embêtée parce qu'elle voulait récupérer ses locaux, elle a dit, pour nous, c'est un droit d'usage. De toute façon, il est incessible, etc. Et si c'est un droit d'usage, et comme il a été constitué au profit d'une personne morale, il a été retenu à l'époque par une personne morale, eh bien, il ne pouvait pas aller au-delà de 30 ans en application des principes du Code civil. Article Qui est le cas 625. aussi pour les droits pour l'usufruit. Exactement. C'est le régime de la durée de l'usufruit et de la durée du droit d'usage qui renvoie d'ailleurs au régime de la durée de l'usufruit. Donc elle disait, de toute façon, la convention aujourd'hui, elle est arrivée à son terme et donc on doit récupérer les locaux. Donc se posait un problème de qualification. La Cour d'appel de Paris a suivi les moyens développés par la SACD et donc a considéré que c'était un droit d'usage et ça arrive devant la Cour de cassation et la Cour de cassation nous dit au visa, et c'est très important, des articles 1134 du Code civil, qui en réalité est l'article qui institue l'autonomie de la volonté en matière contractuelle, et qui aujourd'hui est devenu l'article 1103 après la réforme du droit des obligations, du droit des contrats, pardon. Et l'article 544 du Code civil qui, lui, définit la propriété, en tout cas la décrit comme étant le droit absolu qu'on connaît, etc. Et au visa de ces deux articles, elle dit on peut librement créer un droit réel de jouissance spéciale, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans les catégories qu'on connaît du Code civil, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est la fin, la mort du numerus clausus définitive. C'est l'arrêt de mort du numerus clausus des droits réels, puisque là, frontalement, la Cour de cassation dit qu'on peut créer de toutes pièces et par le contrat un droit réel qui ne soit ni un droit d'usage, ni un usufruit. Il en ressort deux conséquences. La première, c'est qu'évidemment, on peut distribuer sur mesure, si on veut aller par là, toutes les prérogatives réunies entre les mains d'un propriétaire et se faire une forme de distribution chirurgicale des prérogatives associées au droit de propriété. Oui, donc on pourrait imaginer diviser en usus, fructus et abusus, mais subdiviser chacun et puis attribuer à l'un ou l'autre ou les autres, même peut-être plusieurs parties, chaque petit morceau de chacun de ces droits. Absolument. L'idée est de dire que la propriété, finalement, le droit de propriété permet de l'exploitation optimale des utilités offertes par un bien. Et il peut être opportun de détacher certaines utilités seulement, qui ne sont pas tout à fait celles qu'on va retrouver dans les autres catégories de droits réels qu'on connaît et qu'on utilise très souvent. Voilà un petit peu, ça c'est au niveau de la qualification. Et il en résulte, dès lors que ce droit réel dit de jouissance spéciale est correctement qualifié, c'est-à-dire que effectivement, il ne peut pas être requalifié, on pourra y revenir, en un droit d'usage ou un droit d'usufruit. Eh bien, dans ce cas, son régime juridique est à son tour libéré. Et donc, on peut s'extraire du carcan des règles imposées, et notamment de durée, imposées par le Code civil. Sous une réserve importante, que nous enseigne également la Cour de cassation, c'est sous réserve du respect de l'ordre public. C'est tout ce qu'elle dit. Donc l'ordre public, il faut comprendre que
ce que veut dire la Cour de cassation derrière ce terme d'ordre public, bien d'abord, elle vise l'ordre public des biens et donc la propriété. C'est-à-dire qu'on peut créer un droit réel, certes, mais ce droit réel doit rester quand même, on va dire, en deçà de ce qu'est le droit de propriété, qui est le seul droit à être perpétuel si je mets à part les servitudes, là aussi on pourra y revenir, et qui est le seul droit finalement qui offre la plénitude des prérogatives sur un bien. Et donc évidemment, quand on va se poser la question de la manière dont on doit, déjà si on est en face d'un droit réel de jouissance spéciale, de la manière de le qualifier, il faudra toujours avoir en tête, d'abord et avant tout, qu'il ne peut concurrencer en aucune manière le droit de propriété. Il vient un petit peu s'intercaler entre ce qu'on appelle l'ordre public des droits réels sur la chose d'autrui que sont l'usufruit, l'usage et l'habitation et le cas échéant les servitudes, et l'ordre public de la propriété. Voilà, il est plus libre que les autres droits réels sur la chose d'autrui, mais il ne peut pas offrir la même chose qu'un droit de propriété. Et donc ça offre tout un champ des possibles. Oui, on comprend que c'est dû bien intéresser les spécialistes parce que on est parfois un petit peu à l'étroit dans les régimes qui existent quand on a des situations particulières. On pense à des enfants par exemple handicapés pour qui la gestion est compliquée, mais ce serait bien quand même d'avoir des fruits. On pense à tout un tas de situations qui pourraient bénéficier de cet outil supplémentaire dans notre caisse à outils. Alors évidemment, il y a plein de questions qui émergent de ça. Des questions de régime et puis des questions fiscales forcément parce que en cas de transmission forcément c'est un sujet qui va nous intéresser. Patrimonialement, on pourrait penser à par exemple des loyers qu'on voudrait octroyer à un enfant pendant quelques temps. Et puis je sais pas si ces loyers augmentent, on voudrait pas que ça dépasse un certain montant parce que nos enfants, on a envie de les éduquer avec pas non plus des moyens exorbitants. Est-ce qu'on pourrait imaginer donc par exemple un droit réel de jouissance spéciale qui permettrait de percevoir les loyers, mais qu'en cas d'augmentation, je sais pas, soit plafonné à 1000 € par exemple, et puis que le reste revienne aux propriétaires qui seraient plus vraiment... Alors on peut concevoir, je dirais, pourquoi pas. Alors l'idée, ça serait par exemple, par rapport à des enfants, ça serait d'avoir une jouissance évolutive, par exemple, et de considérer que jusqu'à tel âge, il n'y a pas forcément de droit aux fruits, et qu'à partir de tel âge, on déclencherait un droit aux fruits, c'est-à-dire un droit qui, quelque part, serait, on va dire, qui développerait des prérogatives en fonction de la durée et d'une période qu'on définirait dans le contrat. On est vraiment dans le contrat, encore une fois, n'oublions jamais ce que nous dit la Cour de cassation. Elle croise l'autonomie de la volonté, donc la liberté contractuelle, avec ce qu'impose le respect du droit de propriété. Partant de là, l'imagination est sans borne. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il va falloir comparer ce qu'on fait avec ce que permettrait de faire, par exemple, un usufruit. Si l'aménagement d'un usufruit permet d'obtenir le même résultat, à l'évidence, on ne pourra pas sortir du régime de l'usufruit, notamment du régime de la durée. Par exemple, si je veux que mon droit réel de jouissance spéciale soit transmissible à cause de mort, eh bien, ceci dit, on pourra évoquer la question, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire à cette question-là, mais enfin, beaucoup d'auteurs pensent quand même aujourd'hui que ce droit est potentiellement transmissible, on pourra là aussi y revenir. Mais imaginons que je l'ai conçu précisément pour le rendre transmissible, mais que je m'aperçois que finalement, ça ressemble quand même beaucoup à un usufruit, mais bon, je vais le qualifier quand même de droit réel de jouissance spéciale, comme ça va me permettre de libérer le régime juridique et donc de sortir de ce carcan de l'intransmissibilité à cause de mort. Mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que ce qui compte, c'est avant tout la qualification. On ne peut libérer le régime juridique que si la qualification est correctement
organisée, correctement faite dans l'acte et que ce droit-là ne puisse pas être requalifié en usufruit. Parce Oui, que on n'est pas là en fait pour abuser de l'usufruit, on voilà, est là on ne peut vraiment pas. pour avoir une autre organisation et pas juste une petite déformation. L'objet, c'est de ne pas contourner, parce qu'il y a un ordre public, l'usufruit a son ordre public, et donc je ne peux pas contourner cet ordre public simplement en qualifiant autrement, en lui donnant un autre nom, mais en donnant des prérogatives qui font penser que c'est quand même un usufruit. Et en la matière, donc, à quel point est-ce qu'il faut s'écarter de l'usufruit pour pouvoir considérer que ça y est, on est en terrain différent? Eh bien, je dirais qu'il faut fonctionner un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire là on va travailler vraiment d'abord sur une problématique de qualification. C'est vraiment la base de tout. On va prendre un cas où on a un client qui vient nous voir et puis le client, à un moment donné, il va nous dire je voudrais conférer un droit à mon fils, ou je voudrais je voudrais concéder un droit, un tiers à mon fils, etc. Titre onéreux, titre gratuit, peu importe. Mais ce droit-là, je voudrais qu'il soit limité dans les prérogatives offertes à son titulaire. Par exemple, je prends l'exemple, dire on va considérer qu'il pourra le louer, oui, mais il ne pourra le louer, par exemple, qu'en meublé, si c'est un bien à usage, par exemple, d'habitation. Alors, quel intérêt il y trouverait? Ce serait déjà s'extraire de l'ordre public des locations non meublées, c'est-à-dire de la loi de 89, et de se dire, le jour où je récupère mon droit, j'ai un locataire avec un droit, on va dire avec une certaine précarité qui me permettra éventuellement plus facilement de m'extraire et du coup de pas forcément être dans les règles de l'usufruit non plus sur les règles de transmission du bail et de l'opposabilité du bail à l'usufruitier ou au nu propriétaire. Là, en l'occurrence, on va dire le nu propriétaire, mais en fait, c'est le propriétaire. Eh bien, si on dit ça, il faut se poser la question d'abord, oui, vous me dites ça, mais est-ce que finalement ça, je pourrais l'imposer à un usufruitier? À titre personnel, je pense qu'on ne peut pas l'imposer à l'usufruitier. Pourquoi? Parce qu'il doit jouir comme le propriétaire lui-même. Il jouit comme le propriétaire lui-même. Il y a un cas de figure, à mon sens, où on pourrait le faire dans l'usufruit, si ce bien est déjà, au moment où le démembrement s'opère, loué en meublé. Et donc à ce moment-là, le propriétaire dit je démembre, mais ça restera affecté à la location en meublé. C'est la destination que j'ai donnée à ce bien. Dans ce cas-là, j'estimerais à titre personnel que c'est compliqué de qualifier de droit réel de jouissance spéciale. Par contre, si c'est un bien qui n'est ni loué ou qu'il est loué, mais sans forcément être en meublé, eh bien, il me semble compliqué d'imposer à l'usufruitier ce type comment dirais-je de contraintes. De contraintes. Alors je dis ça parce que il nous est arrivé d'avoir la question, notamment quand on a une vente de la nue propriété, ça peut être moyennant rente viagère, peu importe, et puis les vendeurs se gardent justement l'usufruit. Ça arrive que ce soit pas le droit d'usage et d'habitation, mais éventuellement un usufruit. Et bien souvent, l'acquéreur dit ah oui, mais c'est très bien votre truc, mais comme moi, le jour où ces gens-là décèdent, etc., et si c'est loué, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai envie de récupérer le bien. Donc, il est tentant de dire, les usufruitiers, d'une part, s'ils louent, il faudra qu'ils me demandent mon avis pour choisir le locataire. Et puis, ils ne pourront louer éventuellement qu'en meublé, parce que je sais que le régime juridique est quand même beaucoup plus souple, etc. Eh bien, moi, il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir ces questions-là. Je résiste au sens où je leur dis, je ne vois pas qu'on puisse, dans une hypothèse comme celle-là, considérer qu'il s'agit toujours d'une réserve d'usufruit, parce qu'encore une fois, l'usufruit obéit à une définition. C'est un droit réel de jouissance général sur la chose d'autrui. Et donc là, justement, on s'oriente plus vers ce qu'on appellera la jouissance spéciale. Donc on voit vraiment au travers de c'est un exemple très, très intéressant notamment de jouissance spéciale. Il faut quand même se dire que la Cour de cassation, dans la plupart des affaires qu'elle a eu à connaître depuis l'arrêt Maison de Poésie de 2012, c'était pour requalifier en droit réel de jouissance spéciale et pas l'inverse. C'était pas pour dire dans les cas qu'elle a eu sous son nez, à une exception près,
Et à chaque fois, c'était pour requalifier un droit réel nommé, c'est-à-dire nommé par le Code civil, en un droit réel de jouissance spéciale. Les gens avaient mal qualifié, par exemple, un droit d'usage ou une servitude qu'il convenait plutôt de qualifier de droit réel de jouissance spéciale. Donc la requalification, elle va dans les deux sens. Elle va pas seulement d'une requalification d'un droit réel de jouissance spéciale qu'on aurait mal calibré vers un usufruit, mais elle peut très bien aussi aller dans l'autre sens. Il faut jamais l'oublier. Ce qui oblige le praticien, quand il est confronté à des demandes qui rentrent pas tout à fait dans le cadre, à se poser la question. La question à se poser, c'est est-ce qu'avec les droits réels dont je dispose dans la loi, j'ai ce qui correspond à ce qui m'est demandé. Si c'est pas le cas, il faut quand même s'interroger sur le point de savoir s'il faut pas plutôt s'orienter vers un droit réel de jouissance spéciale. Je nous arrête un instant pour vous remercier de nous écouter. Si vous aimez le podcast, rendez-vous sur le-family-office.fr pour vous abonner à notre newsletter. C'est le seul moyen d'être certain de ne louper aucun nouvel épisode. Certains se poseront forcément la question d'alternatives en se disant finalement peut-être que avoir une société civile avec une gouvernance bien aménagée et puis une possibilité d'évolution forcément pourrait être plus confortable. Est-ce qu'il y a malgré tout des arguments qui pourraient nous faire préférer le droit réel de jouissance spéciale? On peut tout à fait le combiner même, parce que rien n'interdit de penser qu'on puisse faire un droit réel de jouissance spéciale sur des parts de société. Aujourd'hui, on voit ces sujets-là d'ailleurs obéissent à une actualité qu'on connaît, qui est celle de la Cour de cassation, qui vient nous expliquer que lorsque des résultats exceptionnels sont mis en distribution, le dividende est perçu par le nu propriétaire sous le quasi-usufruit de l'usufruitier des parts sociales. C'est l'arrêt récent du 19 septembre 2024. On pourrait tout à fait imaginer alors, ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est qu'il pose quand même pas mal de questions. Finalement, la solution, c'est celle que je viens d'énoncer, mais qui ouvre tout un tas de questions au final. Et notamment, la Cour de cassation nous dit, sous réserve de la convention entre le nu propriétaire et l'usufruitier, sous-entendu, eh bien, libre à eux d'organiser la distribution de ce fameux résultat exceptionnel, comme ils le feraient pour des réserves. La Chambre commerciale, en son temps, avait donné la même solution pour la distribution des bénéfices mis en réserve. Mais au final, personne ne sait vraiment, est absolument certain de jusqu'où on peut aller en termes de distribution, là encore une fois, en termes de convention. Est-ce qu'on peut véritablement aller jusqu'à dire, par exemple, que ces dividendes-là seront perçus en pleine propriété par l'usufruitier des parts sociales? Il est possible de considérer que, pour le coup, il y aurait une atteinte à la substance telle que ça pourrait se heurter, quelque part, au droit des biens. Et donc, on peut, et en tout cas à la définition que pourquoi pas le Code civil donne précisément de l'usufruit. On pourrait imaginer, dans un cas comme celui-là, qu'un droit réel de jouissance spéciale organise les prérogatives du titulaire de ce droit différemment, de manière beaucoup plus ciblée, qu'on puisse le faire avec un usufruit sur part sociale. Je pense par exemple à l'arrêt Hainaut, qui est quand même venu nous dire en 2004 que les prérogatives de l'usufruitier sur le droit de vote notamment liés à la distribution des bénéfices étaient d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas priver l'usufruitier de son droit de voter la distribution des bénéfices. Et donc, parce que c'est dans l'affaire, c'était comme ça, il avait été prévu que l'usufruitier n'aurait pas ce droit de vote. Donc la Cour de cassation est venue dire au nom du droit des biens que ça n'était pas possible, et pour ça d'ailleurs elle a visé l'article 578 du Code civil qui définit l'usufruit précisément. Et donc, on peut imaginer, à partir de ce raisonnement-là, déjà on voit bien
que l'usufruit, encore une fois, a son propre ordre public et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec l'usufruit. Mais si ce même droit avait été un droit réel de jouissance spéciale sur des parts, on aurait pu imaginer, pour le coup, de prévoir que ce droit réel-là offrait la possibilité à son titulaire de percevoir les fruits, mais dont la distribution avait été décidée au terme d'une assemblée générale à laquelle il n'était peut-être ni convoqué, ni même, et encore moins, appelé à voter. Ce qui n'est pas possible avec un usufruit. Donc on voit que, pour répondre à votre question, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Bah oui, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que quelque part la société permet de toute façon d'organiser très bien la distribution des prérogatives Effectivement, politiques mais et c'est financières. surtout ça, c'est surtout le cas quand on est majoritaire. Et là, j'imaginais en vous écoutant des situations où on aurait une très grosse société dans laquelle une famille pourrait représenter 5, 10, 15% du capital et pourrait souhaiter, alors sous réserve que les pactes le permettent, mais en tout cas avoir une jouissance particulière des parts pour offrir des prérogatives particulières qui soient potentiellement contraires au statut, mais qui Alors, seraient... il faudra toujours que si on prévoit, par exemple, si on prévoit des droits réels de concéder un droit réel de jouissance spéciale sur certaines parts ou sur toutes les parts, peu importe, il faudra toujours que ça soit opposable malgré tout à la société. Donc, il faudra que la convention soit portée à la connaissance, qu'elle soit opposable à la société. Quoi qu'il en soit, de la même manière que la fameuse convention entre usufruitier et nu propriétaire, elle doit là aussi être opposable à la société. Ça peut être un pacte d'associés, etc., mais qui doit être porté à la connaissance de la société. Mais effectivement, à partir du moment où on va constituer un droit réel de jouissance spéciale sur des titres, on peut imaginer beaucoup finalement d'alternatives, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, que l'usufruitier n'est pas associé. Maintenant, la Cour de cassation l'a dit très clairement. Elle en a tiré d'ailleurs les conséquences en matière de droit d'enregistrement sur les cessions d'usufruit de titre, parce que désormais on est au droit fixe. Et donc, on peut de la même manière, pour un titulaire de droit réel de jouissance spéciale, on peut imaginer qu'il n'aura de toute façon pas la qualité d'associé et qui peut simplement intervenir soit parce qu'on lui a donné des prérogatives politiques tout à fait particulières, parce qu'à l'inverse, on peut éventuellement lui donner, pourquoi pas, le droit de voter, mais pas forcément de percevoir les bénéfices. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans quelque chose qui permet d'aller très loin dans l'ingénierie patrimoniale, de pousser encore peut-être d'un cran ce que nous offre aujourd'hui la combinaison entre un usufruit et le fait d'intercaler par exemple une société. Donc à tout point de vue, c'est très intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose dans lequel on va se jeter comme ça. C'est quelque chose qui doit se mûrir, quelque chose qui doit... Oui, qui, je pense, répond à des circonstances particulières et voilà. qui, forcément, il y aura une part de complexité dans la mise en œuvre et donc nécessite un projet qui ne peut pas se faire uniquement avec les outils qu'on a à notre disposition. Et ça oblige le praticien à à revenir finalement à certains fondamentaux du droit des biens, par exemple du droit des sociétés, de la fiscalité aussi. C'est vrai que c'est le sujet dont on n'a pas encore parlé et dont il faudrait qu'on parle. L'éléphant au milieu de la pièce, c'est que maintenant qu'on a beaucoup parlé de droit civil, de qu'est-ce qui est possible de faire, de comment on peut s'organiser. Et maintenant, forcément, comme en ingénierie patrimoniale, on parle de transmission très souvent. On va se demander comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre d'outils pour, par exemple, les donner à ses enfants. Comment est-ce qu'on va fiscaliser ça? On imagine que quand il y a des fruits, on pourrait même faire une valorisation économique. On pourrait aussi prendre, pourquoi pas, le barème de l'usufruit, mais peut-être qu'il serait pas aussi sécurisé que pour un usufruit classique. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à cet aspect qui, je pense, mériterait une heure à lui tout seul. Voilà. Oui, on est dans un sujet très vaste. Alors, on va essayer de simplifier un petit peu la donnée et raisonner par
type d'impôt, par exemple. Alors, forcément, quand on va acter, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est savoir ce qu'on doit appliquer comme le régime des droits d'enregistrement. Mais, par exemple, est-ce que si je cède à titre onéreux un droit réel de jouissance spéciale, est-ce que je suis soumis au droit de mutation à titre onéreux? Et donc, l'article 683 du Code général des impôts, lui, s'applique pour les actes translatifs de propriété et d'usufruit. Voilà ce qu'il vise. Mais l'administration fiscale, elle est venue dans sa doctrine préciser que ça s'applique aux immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ces droits. Et donc, en gros, à tous les droits réels immobiliers. Ça renvoie à une notion de droit civil. C'est-à-dire, ça renvoie concrètement à l'article 526 du Code civil qui énumère les droits réels immobiliers. Eh bien, dans l'article 526 du Code civil, pas de bol, puisqu'il n'y a pas le droit de réel de jouissance spéciale, parce qu'aujourd'hui, il n'est connu que de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il n'y a pas aujourd'hui, ça n'a pas été introduit dans le Code civil, parce que précisément, le projet de réforme du droit des biens, pour l'instant, il attend. Et donc, mais aujourd'hui, on sait que cette liste de droits réels immobiliers, justement, elle n'est pas limitative. Voilà, elle n'est pas limitative. Et donc, ça embrasse nécessairement le droit réel de jouissance spéciale, qui va donc être taxé au droit de vente de la même manière que si je cède un usufruit, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la doctrine administrative elle-même dit que la liste des droits réels n'est pas limitative dans sa doctrine, avant même d'ailleurs l'arrêt Maison de Poésie. C'est toujours un truc qui m'a un petit peu surpris, mais quelque part, l'administration... Prémonition fiscale. Oui, parce qu'elle dit clairement que c'est pas limitatif. Voilà. Alors maintenant, évidemment, là, ça c'est les droits qu'on paye. Maintenant, l'assiette. L'assiette, ça va forcément être une assiette qui correspond à la valeur vénale. Et donc la valeur vénale, dans l'ordre des choses, c'est la comparaison. Est-ce qu'on a des termes de comparaison? Parce que c'est toujours comme ça que l'administration fiscale fonctionne. Bon, là, des termes de comparaison, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui on pourrait comparer à l'usufruit de la même chose, par exemple. Oui, mais alors par définition, comme c'est pas non plus un usufruit, c'est un peu comparé. En tout cas, on va avoir du mal à trouver des termes de comparaison sur le marché en tant que tel. C'est-à-dire dire, voilà, j'ai eu tel autre droit réel qui a été vendu, etc. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste les autres méthodes d'évaluation et on pense pour l'usufruit au cash flow actualisé. Et donc, naturellement, on va raisonner un petit peu de la même manière pour un droit réel de jouissance spéciale, parce que même s'il ne confère pas un droit au fruit, on peut l'imaginer, il va quand même priver le propriétaire, celui qui concède ce droit, de la jouissance de son bien. Et donc, forcément, ça a un coût, cette privation de la jouissance. Le coût, c'est la renonciation, précisément, à percevoir des fruits. Et donc, ça revient à évaluer des cash flows actualisés, là encore. Donc, évidemment, il faudra tenir compte de l'illiquidité de ce droit, parce qu'il sera sans doute moins liquide qu'un droit de propriété. Qu'un droit de propriété. Il sera peut-être plus liquide qu'un usufruit, parce qu'un usufruit, il est certes cessible, mais forcément, il est affecté d'un terme incertain, qui est le décès de celui qui est titulaire de ce droit. Donc voilà. Donc il y a tout ça, évidemment, ça suppose une expertise, etc. Mais on va être un petit peu sur la même manière d'évaluer tout simplement un usufruit. Et ça constituera l'assiette de perception. Il faut faire attention parce que l'article 669 du Code civil, lui, il vise l'usufruit. Donc dans tous les cas dans lesquels il s'applique à l'usufruit, en tout cas obligatoirement en matière fiscale, et notamment pour les transmissions à titre gratuit, eh bien là, par définition, il n'est pas applicable à un autre droit qu'à l'usufruit. Donc il ne sera pas applicable à un droit réel de jouissance spéciale. Et on doit bien se dire que si on fait une transmission cette fois-ci à titre gratuit ou qu'on transmet un bien en se réservant ce droit réel de jouissance spéciale, il va falloir l'évaluer là encore de manière économique. On pourra difficilement se fonder Est-ce qu'on pourrait quand même utiliser le barème comme un plafond, par exemple, parce qu'on pourrait se dire il n'est pas envisageable que un simple droit au fruit soit valorisé mieux qu'un usufruit.
Alors, Même si économiquement, si on a des fruits extrêmement importants, et puis en fonction de l'âge Alors, de mon du point de donateur, vue, oui, mais de mon point de vue, il faut, alors évidemment, le barème fiscal, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête et qu'il faut avoir présent à l'esprit. Mais dans un cas comme celui-là, de toute façon, il faudra, de mon point de vue, à chaque fois passer par une expertise pour expertiser la valeur de ce droit. Et encore une fois, le barème fiscal peut être une sorte de référence, si on veut aller par là, mais en tout cas, formellement, je pense qu'on ne peut pas le viser, si on veut aller par là. Hein. Donc ça, c'est pour les droits d'enregistrement. Euh, Sur les droits sociaux, justement, là, de la même manière qu'un usufruit, bon, il n'est pas associé, on sait pas, c'est pas non plus une mutation de propriété. On va toujours là aussi être au droit fixe, ce qui pose pas davantage de difficultés que pour l'usufruit. Après, on peut se poser la question de l'IFI. Je prends pêle-mêle l'IFI. Eh bien, évidemment, l'IFI, lui, il vise, là, encore une fois, les biens et les droits immobiliers. Donc, évidemment, un droit réel de jouissance spéciale va rentrer dans l'assiette prise en compte pour le calcul de l'IFI, naturellement. Toute la question est de savoir si on applique, là encore, les mêmes principes que pour l'usufruitier. Est-ce que, par principe, on va avoir une taxation du titulaire de ce droit au prétexte qu'il a la faculté contributive, si par exemple il perçoit les revenus, ou est-ce que de toute façon on va considérer que c'est pas un usufruit et qu'on va avoir une imposition partagée. Hein. Eh bien là encore, par principe, on devra s'en tenir au fait que c'est pas un usufruit, précisément, il faut l'assumer, et de dire qu'à ce moment-là, il y a une fraction qui sera prise en compte dans le patrimoine du titulaire de ce droit et une autre fraction dans le patrimoine du propriétaire, je vais pas l'appeler nu propriétaire, mais le propriétaire qui a démembré via un droit réel de jouissance spéciale. Alors là, certains auteurs sont assez critiques sur la position parce qu'ils considèrent que ce qui convient de frapper, c'est la faculté contributive. Et donc on estime que si par exemple le titulaire d'un droit réel de jouissance spéciale a droit aux fruits, il a la faculté contributive et en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui date du temps de l'impôt sur les grandes fortunes, ça nous rajeunit pas, eh bien, le principe veut que ce soit, et c'est de là où on a érigé en principe le fait que ce soit l'usufruit qui doivent intégrer dans son patrimoine la totalité de la valeur du bien pour sa pleine propriété, vient du fait que pour le Conseil constitutionnel, il convenait de taxer celui qui perçoit les fruits. Hein. Donc, bon, mais pour l'instant, c'est loin d'être consacré. En tout cas, pour les droits réels de jouissance spéciale, on aura tendance à dire qu'il faut partager. Merci encore de nous suivre, les compteurs montent à chaque nouvel épisode et ce sont les prochains invités qui vous remercient. Un geste simple pour amplifier notre mouvement est de nous laisser la note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Cela permettra de faire remonter le podcast dans les classements et d'informer tous les dirigeants des outils dont nos invités nous parlent. On peut presque imaginer un démembrement entre frères et sœurs. Alors j'ai un exemple. Avec un droit qui pourrait se transmettre et remplir la réserve de l'un des héritiers. Alors j'ai un exemple qui est intéressant, sur lequel j'avais réfléchi tout bonnement en regardant la télé. J'ai eu un reportage où les gens étaient confrontés à cette hypothèse-là, finalement très banale. Maison de famille, mais une maison de famille, d'une famille qui a cette maison-là, ça devait être un manoir de famille où ils font leurs réunions annuelles et puis chaque année, tous les membres de la famille, à tour de rôle, sur certaines périodes, viennent dans cette maison qui, pour eux, est un endroit qui est tout à fait central et important de leur histoire familiale. Mais ils ont un petit problème, ces gens-là, parce que entretenir ce château ou ce manoir, cette propriété avec je ne sais combien d'hectares autour, ça coûte cher. Et tout le monde n'a pas les moyens dans cette famille-là, de faire cet entretien. Et donc, potentiellement, la question, c'est la vente. Et ça, c'est un crève-cœur, parce que chaque année, ils y vont. Et bien donc, l'idée m'était venue, je me suis dit, mais alors, est-ce que là, on n'a pas un cas absolument génial d'application d'un droit réel de jouissance spéciale? Eh bien, en réalité, la solution pour moi est toute simple, parce qu'en réalité, dans ce cas-là, on avait des acquéreurs dans la famille qui, eux, étaient plus à l'aise que d'autres. Ils se sont dit, non, nous, il n'est pas question qu'on laisse filer le truc. On va garder ce château, ce domaine, etc.
Et puis, on va s'engager à laisser jouir, mais ad vitam aeternam, tous les membres de la famille, ils viendront comme ils l'ont toujours fait. Oui, mais comment je fais aujourd'hui pour assurer à ces gens-là, et surtout à leurs descendants, le fait qu'ils vont bien pouvoir consolider ce droit? Parce que après, les gens là qui achètent, ils auront d'autres héritiers, etc. Est-ce que la concorde familiale régnera toujours et ça permettra tout ça finalement de traverser le temps? Eh bien, il m'est venu une idée toute bête, c'est de dire, dans ce cas, qu'à cela ne tienne, apportons ce bien à une société civile immobilière. Et là, on a on a un cas où on peut marier les deux. En tout cas, où l'interposition d'une société est tout à fait opportune. Cette société civile immobilière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre la propriété de ce bien à ces gens qui veulent l'acheter, ces membres de la famille. C'était un couple de mémoire, qui était beaucoup plus fortuné que les autres. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la société? Elle va se garder un droit réel de jouissance spéciale pour la durée de son existence. Voilà. Et ce droit réel de jouissance spéciale va être organisé de sorte que cette société puisse avoir la jouissance du bien, mais selon des conditions qui auront été déterminées librement par la Convention. Et là, en l'occurrence, c'était intéressant parce que l'usage et la jouissance qu'en faisaient les membres de la famille ne se faisaient pas forcément au même moment, aux mêmes périodes de l'année. Et donc, on peut tout à fait envisager que cette jouissance-là soit modulée, là encore une fois, à différentes périodes de l'année pour laisser la possibilité à la fois à ceux qui l'ont acheté d'en avoir une jouissance, eux, pleine et entière sur certaines périodes et puis de la partager à d'autres périodes. Là, on peut vraiment raisonner sur une jouissance partagée. Et là, la société, tant qu'elle dure, ma foi. Après, puis avec la liberté contractuelle, on pourrait imaginer que en cas de revers de fortune, il y a une possibilité de vendre, d'avoir une sorte de réunion ou d'extinction du droit. Donc c'est vrai que là, on peut imaginer beaucoup de choses. Absolument. Je pense que c'est un parfait exemple pour clôturer nos discussions. Est-ce que vous avez un mot de la fin sur ce droit? Le mot de la fin, ça sera de dire que c'est moi ce que j'adore, là où vraiment je trouve que c'est exceptionnel pour un juriste, c'est pas seulement de se dire à quel moment je vais pouvoir caser ça, parce que c'est pas forcément non plus le but. C'est déjà de savoir que ça existe, évidemment, parce que c'est une corde supplémentaire à notre acte, et il ne s'agit pas aujourd'hui de dire ça va venir supplanter autre chose, etc. Ça existe à côté. La Cour de cassation, à plusieurs reprises, a enfoncé le clou. Elle y tient à son droit réel de jouissance spéciale, véritablement. C'est une jurisprudence aujourd'hui qui est fermement ancrée dans le droit civil et dans le droit civil des biens. Mais ce qui est formidable en réalité, et c'est ça qui est, je trouve, encore plus fantastique, c'est que explorer ces droits réels de jouissance spéciale, moi, ça m'a donné un autre point de vue de ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire du démembrement classique. Et donc, ça l'éclaire d'un nouveau jour. Et ne serait-ce que pour ça, parce que ça m'a obligé à forcer certaines réflexions que j'avais sur l'usufruit, sur sa transmissibilité, etc. Et de comprendre d'aller au bout de la compréhension des mécanismes aujourd'hui qu'on applique tous les jours. Et pour ça, très sincèrement, j'invite tous les praticiens à faire cet exercice. Et même si jamais de leur vie n'utilisent le droit réel de jouissance spéciale, grâce à l'étude sérieuse de ce que sont ces droits réels, ils progresseront véritablement sur leur compréhension des autres figures du démembrement. Merci beaucoup. Merci, Lucien. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.